Bon, ben, bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, on a un autre invité qui va probablement être un régulier dans notre aventure. C'est Thibaut Fontaine. Le nom de famille, c'est pas un hasard. C'est la progéniture de Julien. Thibaut et moi, on s'est rencontrés alors qu'il était pas très vieux, justement dans des événements de reconstruction historique auxquels son père l'avait amené. Puis, ben, éventuellement, alors qu'on a tous vieilli et partagé les mêmes passions, ben, ça a donné que non seulement j'étais ami avec le père, je suis devenu ami avec le fils. Puis... Et même l'autre fils, en fait, parce que c'est une histoire de famille. Thibaut, je l'ai fait venir parce que il y a un processus artistique vraiment intéressant sur plusieurs sujets, très multidisciplinaire, très intéressé dans plein de choses, que ce soit dans le milieu du dessin ou dans le milieu de tout ce qui est les concepts, puis tout ça. En tout cas, je manque de mots pour l'exprimer, fait que je vais te laisser en parler. Bon résumé quand même déjà. Ouais, c'est ça. C'est juste que c'est tellement vaste, puis en même temps, t'es très efficace dans ta discipline que tout est commun et tout est différent en même temps, ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on va jaser. Fait que Thibaut, je le verrai essentiellement de la manière qui va amener ça avec nous, ça va être beaucoup pour le côté justement, on va faire beaucoup de parallèles avec la fiction, le combat, etc. Ce que ça amène dans la narration, dans plein de sujets, il y a tellement de choses. Fait que je vais laisser d'abord Thibaut un peu se présenter, parler de ses projets, de ses différentes expériences récemment, puis tout ça. Thibaut, comme élève de la scrimicie aussi, justement, a des parallèles intéressants à faire sur certains éléments. Fait que là, je te laisse aller. Ouais, bah ça, tu m'as assez bien introduit en général. Donc Thibaut Fontaine, le fils de Julien qui était là au dernier épisode, si on suit l'ordre logique des choses. Étudiant la scrimicie depuis, ça fait un peu plus qu'un an maintenant. Ouais, t'approches de ton 2 ans, là. Ouais, ça s'approche tranquillement. Étudiant en animation, fait un bac dans tout ce qui tourne autour du dessin animé et tout ça. Ressort de quelques expériences plus concrètes au niveau de l'escrime, donc c'est un super beau timing pour le podcast. Au-delà de ça, je travaille sur plusieurs projets de bande dessinée, que ce soit de la fantasy, de la science-fiction, peut-être un court-métrage que j'ai pété la bulle de faire à un moment donné. Ça... On a aussi des intérêts assez communs sur nos univers de geeks, que ce soit Warhammer 40 000 et bien d'autres, fait que ça se peut que des fois on vous parle de combat à l'épée, mais dans un contexte absolument différent que celui du Moyen-Âge, mais ça va être intéressant, fait que on a une bonne... On a un bon, justement, bassin d'options dans lesquels puiser pour aborder différents sujets. La logique du combat à l'épée tronçonneuse versus à l'épée normale. Oui, ça, c'est sûr qu'on va rigoler, ou les sabres laser dans Star Wars et épées énergétiques de Warhammer seront une source inépuisable de discussions, théories, débats et fabulations. Je pense qu'on va s'amuser dans le pelletage de nuages martial et artistique à la fois. Ça va être assez drôle. C'est presque comme si c'était un domaine qui était chargé en matière et en sujets différents à aborder. Ben, c'est justement, tu sais, t'as fait un court-métrage, t'as travaillé sur t'es combattant dans un court-métrage, acteur dans un projet scolaire, si je ne m'abuse. Puis, justement, c'est intéressant parce que les médias vont souvent utiliser les combats comme une source d'action. On s'entend que ça fait du bien dans une histoire qui est supposée représenter un peu de difficulté et de risque entre la vie et la mort. Fait que l'action est présente, mais on peut aussi parler pas mal de l'aspect du combat comme aussi un outil narratif en fait. Absolument. Qui permet à faire autre chose que juste brasser les cartes puis mettre des personnages en danger. Il y a un petit peu plus que ça. On s'entend qu'il y a toujours la fondation d'un bon combat à l'épée, c'est toujours du beau spectacle, mais c'est sûr que ça vaut toujours la peine d'un point de vue narratif et créatif d'essayer de faire en sorte que ça va un petit peu plus loin que ça, parce que je veux pas un combat à l'épée, surtout quand on parle du background, des quelques échanges qu'on a eu déjà de base. Il y a une espèce de contact, donc il y a une espèce une communication entre les personnages, qui soient opposants, qui soient alliés devenus ennemis, ou juste dans le contexte d'une pratique. Ça permet de faire passer beaucoup d'informations sans forcément alourdir énormément un duel avec du texte. Oui, en effet, c'est vrai, parce que comme c'est une communication qui est très non-verbale, mais quand même, tu sais, même souvent, en fait, quand on enseigne l'escrime aux élèves, je le dis souvent, parce que parfois c'est choquant pour certaines personnes, comment ça peut être confrontationnel, là, c'est-à-dire que des fois, on n'aime pas l'idée de perdre, ou on n'aime pas l'idée de ce que perdre dans un combat à l'épée pourrait représenter si c'était vrai. Donc, parfois, certaines personnes ont l'ego ou un imaginaire très développé que ça peut choquer, parce que, justement, je dis souvent, c'est parce que c'est une expérience quand même très intime, surtout à l'épée, tu sais, on s'entend dans un duel au revolver, ça peut être plus loin, puis tout ça, le risque de la mort ou de blessure a quelque chose de profond. En général, c'est plus loin, en fait. Ben, c'est ça. À l'arme à feu. En tout cas, c'est l'intérêt de pourquoi il a été développé. Ouais. Mais le combat à l'épée, justement, a quelque chose de très intime, de très connecté, justement. Donc, tu sais, quand tu dis qu'il y a un message, il y a une discussion qui se fait
en effet, ça passe beaucoup d'informations. Tant qu'à faire, je sais on en a eu tellement des conversations comme ça dans le passé, mais c'est pas obligé. Je ne sais pas forcément la réponse à ce niveau-là. Ce serait quoi le combat à l'épée qui, toi, t'as préféré? Puis on dit à l'épée, ça peut être justement Star Blazer dans Star Wars, ça peut être une animation dans un jeu vidéo avec un combat, que ça soit futuriste, fantaisiste, historique ou etc. C'est quoi le combat dans ta tête qui t'a le plus parlé, autant au niveau narratif que action? Sûr qu'il y a un paquet d'options. Il n'y a pas d'exemple concret qui me vient immédiatement, outre celui qui est particulièrement récent, justement, qui est le duel dans la menace fantôme. Là. Ouais, ça. C'est parce qu'on en a parlé il n'y a pas super longtemps, donc il y a encore frais dans l'esprit. Là. Clairement, celui-là va mériter un épisode à part entière, mais oui, ça en est un qui est intéressant parce que justement, si moi, d'un point de vue martial, je fais juste le regarder, je n'ai que des critiques à faire, mais étant donné que j'aime aussi écrire des histoires pis tout ça, on veut pas, on s'entend pas bien pour rien. Bah ouais. Vu que j'ai quand même un intérêt beaucoup pour la chose fictive, disons, ce que j'ai toujours adoré de ce combat-là, c'est les messages qui passent sur chaque personnage. On voit Obi-Wan qui pourtant devient très sage dans l'histoire de Star Wars, mais qu'au départ, Obi-Wan, il est très pressé de rejoindre son maître. C'est ça, il veut passer, il passera au travers des barrières s'il peut. On voit Darth Maul qui est le méchant, qui a l'air d'un démon. On s'entend que cette race-là a été faite pour avoir une allure de méchant. Objectivement, une des races les plus cool de Star Wars d'ailleurs. Ouais, ils ont du potentiel, disons. Mais ça, puis lui, il a l'air d'un prédateur qui rôde près de sa proie derrière les parois d'énergie, justement. Le spoiler alert, s'il est pas trop tard. Mais pour un film qui a presque 30 ans. Si vous êtes en retard à ce point-là, c'est ça. Mais puis inversement, Qui-Gon Jinn, qui est vraiment représenté comme un sage, puis tout ça, puis qui est très serein dans l'affrontement, il accepte pleinement quand il perd le contrôle sur le duel à cause des séparations qui se produisent. Fait au-delà des coups d'épée que je pourrais critiquer amplement, ce duel-là réussit une très belle fonction narrative. C'est ça. Ouais. Là, c'est sûr qu'on pourra faire un épisode complet là-dessus sur le décortiquer. Mouvement par mouvement Et en plus de dire voici comment on aurait pu mieux le faire pour qu'il garde son message puis tout ça et débattre de certains aspects, mais ça en est un qui est assez intéressant. Là. Il y en a un autre sinon qui te vient en tête? En fait, justement dans le thème de Star Wars, il y en a un qui vient de me venir, ça n'a rien à voir avec les films originaux, ni les nouveaux, ni tout ça. C'est un film fait par la chaîne YouTube Corridor Digital. Ah oui! Qui ont fait justement, ils ont fait une réinterprétation complète d'un duel au sabre laser, mais fait par des escrimeurs. Je pense que c'est des escrimeurs qui font du kendo. Oui, kendo escrime moderne, ça vaudrait la peine qu'on aille le chercher. Mais oui, en effet, il est particulièrement intéressant et fait une très bonne démonstration qu'on peut faire de quoi de quand même plutôt réaliste, entre guillemets. Parce que tout le contexte de ce combat-là, y compris les armes, ne l'est pas, mais qui est quand même très techniquement intéressant, puis poussé, puis qui a quand même une narration encore une fois très présente dans la relation entre les personnages. Là. C'est vrai que le volet graphique de suivre justement le fait que ça vient d'une chaîne YouTube, c'est décortiqué en étape par étape où tu vas voir le court-métrage indépendant, tu peux regarder qui ne veut pas une scène d'action qui est particulièrement bien réalisée, veut pas. Là, c'est un bon potentiel d'être réécouté ad nauseam si on veut, tellement qu'il est bon. Il est très agréable, surtout le son des sabres et tout ça, qui est un côté plus tactile, on va dire. On a le sentiment qu'il y a des impacts. Oh, ouais. On a le sentiment qu'il y a des impacts. On parle souvent, mettons, dans la littérature qu'on veut faire imaginer au lecteur les différents sens, puis c'est vrai en jeu de rôle aussi. On a ce sentiment-là en ce combat-là, en voyant les étincelles revoler. On imagine donc qu'il y a de la chaleur. On sent l'espèce de vibration justement dans le son qui donne le sentiment qu'il y a une interaction entre les deux rayons d'énergie des épées. On parlera même pas des blessures, sans vouloir rien spoiler du court-métrage, mais oui, ils sont assez mais non, ce qui est assez grotesque là. C'est ce qu'on imagine de quelqu'un qui se fait mutiler par une arme qui a beaucoup de potentiel. Là. Ouais, surtout par une arme qui dégage une chaleur pareille. Mais ce qui est aussi intéressant avec le volet là-dessus, c'est un peu une des forces de la plateforme YouTube et tout ça au niveau des artistes comme ça. Là. C'est que ça permet vraiment de décortiquer le processus créatif aussi derrière l'escrime en elle-même du court-métrage, mais les effets visuels qui sont un peu dans mon domaine d'expertise. Mais non, ça c'est honnêtement niveau, ça pourrait être intéressant en fait, surtout d'avoir les deux. Si on fait un épisode sur l'épisode de la menace fantôme, on pourrait pratiquement faire un segue avec analyser les deux en un seul. Probablement que oui, parce que c'est intéressant justement parce qu'on a beaucoup la relation apprenti-maître, pas de la même manière que dans les deux films, mais en tout cas dans les deux histoires, mais il y a quand même cette espèce de notion-là qui se bâtit autour de ça, puis l'espèce de triptyque de personnages aussi, là.
parce qu'on a le maître en arrière dans celle-là Oui, Corridor Digital. c'est vrai. Donc on a un peu, c'est pas la même nature d'affrontement, mais c'est la même nature de narration si on y pense. Bref, on aura en masse à s'y perdre en temps et lieu. Mais c'est vrai, tu vois, j'y avais pas pensé avant, que je trouvais plutôt plaisant. Mais sinon, tu sais, c'est pas les duels sur YouTube qui manquent, que ce soit par des chaînes YouTube qui font des courts-métrages d'escrime ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment dédié leur présence sur les médias sociaux à on va faire des combats historically accurate, vraiment descend au niveau escrime, au niveau histoire et ça, mais qui racontent une histoire qui ont une dynamique pas intéressante aussi. J'ai pas le nom présentement. Ben, il y a la chaîne YouTube, c'est Adorea Olomouc, je pense, mais je suis jamais sûr du deuxième, mais moi je dis tout le temps Adorea Sword Fight quand je les cherche sur internet. En général, ça montre pas mal les bons. C'est sûr, je vais les trouver, puis ils ont une. Tu sais, c'est sûr que même d'un point de vue que moi je fais de l'escrime pour me battre dans le but de parer, toucher, pas être touché, tu sais, d'être dans le plus direct possible, c'est sûr qu'on voit qu'on prend des libertés. Ce que je pense qui est acceptable, parce que de toute façon, on essaie tous de s'entraîner à se battre à l'épée pour être un héros dans notre tête ou performer, être bon. En tout cas, moi, personnellement, j'ai mes propres fantasmes qui m'ont motivé durant cette dernière décennie de parcours martial. Je suis très à l'aise de le laisser vivre dans justement une scène ou un film dans lequel le héros est tellement bon qu'au lieu qu'un duel dure 3 secondes, il va durer très longtemps parce qu'il réussit à s'en sortir, inversement pour son adversaire. Ou ce qui oppose justement deux grands maîtres. Ouais, ben c'est ça. On sait très bien que ça peut finir en une parade, un coup d'épée, puis c'est terminé même à très haut niveau, tout dépendant de la situation. Mais je suis à l'aise de vivre avec l'idée qu'aucun des deux ne fait d'erreur avant le moment opportun pour la narration, puis que donc dans ce cas-là, le combat est prolongé. Mais cette chaîne YouTube-là, justement, ce qui est intéressant, c'est à quel point ils travaillent bien à faire des enchaînements qui ont quand même relativement du sens, une évolution dans le combat qui permet justement d'exposer des techniques qui sont quand même aussi légitimes que possible et tout en permettant de narration puis que ça soit plaisant à l'œil. Parce que les quelques courts-métrages de cette chaîne-là, du moins ceux que j'ai vus, j'en ai vu 2-3, qui sont assez plaisants au niveau visuel aussi, là, que ce soit dans les costumes, dans les chorégraphies et tout ça. Là. Oui, ils travaillent vraiment fort, puis si vous les connaissez pas, ça vaut la peine. Là, Adorea, là, c'est A-D-O-R-E-A. Vous allez sur YouTube, puis vous cherchez ça pour des combats d'épée, puis ils en font plein. Puis ce qui est intéressant quand on parle aussi de processus artistique, c'est qu'ils montrent régulièrement des behind the scenes de leurs actions. Fait que tu peux voir régulièrement leurs pratiques de chorégraphie. Fait qu'ils vont montrer une séquence, mais à la place, ils vont dans un gymnase en t-shirt, mais ils vont faire les actions très cool qu'ils font d'habitude. Donc, ça permet vraiment de voir ce qu'il en est, puis de les voir pratiquer. Fait qu'on a un peu un aperçu du processus de la manière que Corridor Digital nous permet de regarder en arrière, puis que souvent, ils vont faire une vidéo du monde. Une vidéo complètement dédiée à ça. Ah, c'est ça, puis c'est elle la plus longue, en fait. Là. Des fois, tu regardes justement cette vidéo-là, tu vas avoir 25 minutes de la vidéo qui explique ce qui s'en vient pour avoir à la fin le produit fini, et c'est tellement satisfaisant. 7 minutes de court-métrage intensif. Fait que non, c'est très intéressant comme processus. Sinon, t'en as parlé tout à l'heure, puis on en parle quand même souvent. T'es dans le milieu de la bande dessinée, tu travailles sur quelques projets, dont bien entendu certains éléments qui ont abordé le combat à l'époque. Ouais, c'est ça, j'allais dire de fiction, puis après ça, j'étais comme, c'est idiot, est-ce que tu dis toutes les BD c'est de la fiction, mais je voulais dire de fantasy, en fait, qui va permettre d'aller dans le côté plus plus réaliste, peut-être faire des parallèles avec ton père qui est beaucoup dans le côté historique de la chose, mais justement t'as quand même un plaisir fou à dessiner différents personnages, leur équipement, puis tu sais, le processus narratif aussi, ne veut pas. Ouais, parce que là, tu as du world building, tu vas définir la culture, le pourquoi ils sont comme ça, le fond. Tu sais, éventuellement, tu regardes le type de plaque d'armure que tu mets dessus ou d'épée, puis éventuellement, plus ça va dans ta tête, plus tu développes le monde autour de ça en disant, ok, cette culture-là se bat de même, leurs armées fonctionnent comme ça, ou ils n'ont pas vraiment d'armée, c'est juste des élites qui se rassemblent, qui peuvent prendre des éléments de culture qui ont existé ou autre chose. Mais c'est quoi qui... je sais pas comment dire, c'est assez ouvert, là, mais qu'est-ce qui va t'inspirer à décider que ton personnage va avoir un style plus une époque qu'une autre ou plus d'une culture qu'une autre, etc. Parce que justement, il y a de la variété, on est libre de tout en fait. L'humanité a été assez habile pour faire des épées de toutes formes et fonctions dans ces quelques milliers d'années d'existence active à la production d'épées, du moins. Oui, en tout cas, de la civilisation qu'on la connaît dans l'histoire. Mais ça va vraiment dépendre d'un paquet de facteurs. Mettons, pour le projet principal que je travaille, qui est une histoire plus groundée de Dark Fantasy, tout ça, ça c'est surtout centré sur ok, on est à telle place sur la map monde, logiquement ce serait telle météo, fait que je vais m'inspirer de telle culture principalement.
Ok, avec un gros élément de géopolitique Oh, ouais, avant tout. du moins, ce que j'ai essayé de faire, on s'entend. C'est là, un projet à grande échelle qui, narrativement, permet pas exactement de se plonger dans le nitty-gritty de la politique de la chose. Donc, c'est plus comme du travail au-dessus de la narrative. Là. Mais mettons, si je me base sur un des lieux principaux de l'histoire, qui est comme une espèce d'archipel, donc je me suis lourdement basé sur les cultures celtes, sur les vikings, sur tout ça, donc ça influence énormément la manière dont ils s'habillent, la manière dont ils s'équipent. Entre autres parce que la recherche faite dessus va influencer beaucoup de kilts, de vêtements de fourrure, des épées plus simples, moins on va dire de lames travaillées comme ce qu'on pourrait voir comme à la fin du 15e ou 16e siècle. Là. J'imagine aussi que la notion qu'ils vont être beaucoup en bateau, voire en affrontement naval, en escarmouche de plus petits appareils, veut dire qu'ils seront pas en train de porter des armures hyper lourdes étant donné le besoin de passer d'un appareil à un autre. Ça va justifier l'utilisation d'armures en général plus légères, plus flexibles. À la limite, si on va se protéger, ça sera surtout de la cotte de maille ou du gambaison, je veux pas. Là. Et l'utilisation de beaucoup d'armes plus courtes. Puis c'est un peu le cas du protagoniste de l'histoire. Je vais rester bref là-dessus parce que je peux en parler pendant longtemps de cette histoire-là. C'est pas comme si ça faisait 12 ans de travailler dessus. Ça pourrait aussi mériter ses propres épisodes parce que ça va être intéressant. Ça va vraiment influencer le fait que le protagoniste, en fait, ce qui est semi-ironique avec le fait que, personnellement, en tant qu'escrimeur, je suis plus un gros amateur de l'épée à deux mains. Mais le protagoniste se bat avec un couteau. Il se bat avec un sax, donc les classiques sax vikings, qui dans certains cas allaient pratiquement à la longueur d'une épée courte, là, veux pas, mais... Oui, mais si on imagine que là, j'ignore, tu pourras très bien en profiter, faire un segue là-dessus pour présenter cette partie de ton univers, mais si tu décides qu'il y a des bateaux plus complexes que des dracars, même si c'est un style plus archaïque dans leur équipement, du moment que tu commences à te battre dans des corridors étroits de navires anciens, tu veux pas une épée à deux mains, tu veux pas une épée battante, tu veux quelque chose que tu peux frapper d'un mouvement de poignet puis de coude d'un coin à l'autre. Donc c'est logique que ça soit justement une arme beaucoup plus petite. Puis c'est aussi venu du fait que pendant le moment où j'ai vraiment plus développé ce personnage-là, j'ai eu un gros trip de combat au sax pour essayer de comprendre comment ça bougeait beaucoup, puis ça influence énormément aussi la création. Là. Sûr qu'il on pourra prendre d'autres créateurs qui fonctionnent d'autres manières, et moi ça va vraiment par moment de hyper-focus. De genre, j'ai découvert cette chose-là au niveau culturel, puis c'est comme, ça fit dans mon histoire, donc je vais commencer à l'implémenter, puis ça va complètement changer certains éléments. Ouais, parce que là, tout d'un coup, tu réalises que ça a une influence sur d'autres aspects de ta culture, de ton univers, de comment ça va interagir avec ses opposants ou la culture générale qu'il y a autour, puis là, t'as donc pas le choix de dire, si c'était rentré en interaction, ça n'a pas le choix d'évoluer. Ouais. Donc non, ça... Puis même, là, je parle majoritairement de mon histoire de fantasy, mais je suis en train de travailler plus activement encore sur une bande dessinée de science-fiction militaire. Et c'est une édition du gars avec qui je travaille qui écrit l'histoire de garder une tradition très martiale chez une des factions principales. Ce qui m'a complètement guidé à designer des armes de corps à corps pour pratiquement toutes les factions principales du setting. Que ce soit la bande de mercenaires d'où les protagonistes proviennent, qui utilisent encore une fois une espèce de sax pour aller chercher un côté plus combat tactique, moderne, donc c'est un peu de combat avec des côtés dentés pour faire de la corde, des trucs comme ça. Ouais, un peu de la même manière que les militaires aujourd'hui, des fois ont des tomahawks, mais qu'on est loin d'avoir un tomahawk à l'ancienne, c'était un tomahawk je me demande même si c'est pas des matériaux modernes comme la céramique renforcée ou des choses comme ça. Probablement, là, avec la fibre de carbone. C'est ça, ouais, avec la fibre de carbone, mais on voit plus une hache à l'ancienne, encore moins une hache rustique comme... nos ancêtres colonisateurs ils ont goûté quand ils ont fait l'erreur de croire dans certains cas aussi. Qui ont fait l'erreur de croire que les gens qui habitaient déjà ici n'étaient pas capables de se défendre. Ils faisaient la guerre depuis bien avant qu'on arrive, donc ils avaient développé leur propre stratégie et tout. Mais ça, donc il y a cet élément-là qui est aller chercher le côté tactique sur des armes plus anciennes, ce qui va chercher un côté quand même intéressant, encore une fois narratif, de qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait quand même des armes de corps à corps. D'où une des surtout dans un univers de science-fiction, c'est... On le sait tous très bien si on regarde la guerre moderne, qu'on a beau dire qu'on réinvente pas le concept de se battre. C'est pas pour rien si se battre à coups de hache, c'était si bon que ça, on se battrait encore avec ça, on a inventé des armes à feu. Mais plein d'univers vivent avec le comment j'ai intégré ça. Entre autres. Dune a fait beaucoup d'efforts puis de pirouettes narratives pour le permettre, ce qui fait que ça crée une cohérence interne. Warhammer 40 000 a décidé de s'en foutre complètement puis de dire ça se passe. Mais encore là, il y a quand même assez d'éléments qui le permettent. Star Wars, les principaux combattants qui se battent avec des armes ont de la magie de l'espace. Fait qu'encore une fois, ils ont décidé que on pouvait créer une cohérence interne, on s'en fout, ça se passe puis ça marche bien. Les projectiles qui seraient en danger pour les sabres laser de l'univers de Star Wars sont si peu utilisés que c'est négligeable comme enjeu. Ouais.
C'est même ironique parce que dans une époque comme la prélogie, que tu sais, les Jedi sont très nombreux, je m'attendrais à voir beaucoup de leurs ennemis ou beaucoup de criminels qui savent qu'ils peuvent tomber sur ces gens-là, de traîner beaucoup plus de fusils à pompe et de choses comme ça. Oui, c'est pas pour rien si on se plonge un peu dans l'univers de Star Wars. C'est le Mandaloriens, je pense, justement, ils font usage de shotgun pour... Shotgun, lance-flamme, à peu près n'importe quoi qui est pas aisément manipulable, soit par la force ou par un sabre laser. Il y a les pillards Tosken sur Tatooine aussi, qui sont connus comme utilisant leurs fusils, qui sont des fusils, bizarrement des fusils d'accélération magnétique, quand on c'est ça, ils sont quand même pas primitifs malgré tout l'allure de l'arme et de l'utilisateur. Mais... Qui ressemble à un Jedi arabe, là. Ouais. Mais non, c'est vrai, quand tu te plonges un peu dans cet univers, c'est comme, ok, c'est basically un railgun. Mais non, ça, c'est toujours les espèces de pirouettes narratives et tout ça, de voir qu'est-ce qui vaut la peine. Puis si je rouvre un peu la porte vers la BD que je suis en train de travailler dessus, qui comme le contraste complet avec la bande de mercenaires qui, eux, leur couteau, c'est un aspect stratégique. Ouais, mais il y a un côté utilitaire, en fait. Oui, même s'il est symbolique aussi, parce que c'est le mercenaire va se pouvoir donner ce couteau-là après sa première opération, une fois qu'il est blooded, genre. Ok, c'est un peu un processus d'adoubement ou d'assermentation. Ouais, c'est ça. Puis parce que c'est un couteau qui a une forme assez spécifique. Puis je me suis beaucoup amusé à designer ce couteau-là, fait que je veux qu'il y ait un minimum d'importance. Mais au revers de ça, vers pour la deuxième faction protagoniste qu'on va suivre, qui est comme à deux échelles complètement différentes, là. C'est un côté plus naval, plus classique, où tu vas voir l'amirauté qui a des rapières, des sabres, des trucs comme ça, pour garder vraiment la tradition navale active. Donc il va y avoir des moments qui sont écrits où tu vois des amiraux qui se battent en duel pour s'entraîner et tout ça, avec leurs rapières futuristes. Puis à l'occasion, je les montrerai, ces rapières, parce que ça a été un effort d'être comme... aller chercher l'élément qui est très distinctif d'une rapière, mais aller chercher les petits détails qui font quelque chose que ça donne un look futuriste. Puis c'est un processus en lui-même, juste la conception d'armes en fonction d'un setting, là. Puis le fait d'avoir fait de l'escrime, encore une fois, ça a tendance à aider. Disons que j'ai un peu une certaine allergie, même si je comprends que beaucoup de créateurs japonais ou des créateurs d'animés ou de gens qui sont moins, on va dire, plongés là-dedans ou intéressés par ça, vont faire certaines armes qui sont plus... questionnables au niveau design. Ouais, c'est ça. Puis, on parlera même pas des trucs comme Warcraft ou tout ça, qui ont armes et armures qui, à la base, ça se voit très, très clairement que les graphiques n'ont pas exactement suivi les designs des armures. Ben, c'est intéressant parce que je me rappellerai toujours de l'animation d'introduction de Warcraft 2. Puis quand tu vois les soldats de Lordaeron prendre les armes quand ils voient les navires orques arriver à l'horizon, les soldats sont en armure de plaque qui font un peu 15e siècle, là, donc tu as une image stéréotype un peu des médias, puis là, ben, pas vraiment précisément dans une époque parce que c'est un univers fictif, qui prennent des lances en bois dans un râtelier, puis qui ont l'air de des humains ordinaires dans des armures ordinaires qui s'équipent avec leurs armes pour aller dans les rangs. Puis les orques qui sont massifs, mais qui ont l'air essentiellement des grosses brutes en poêle puis en cuir, avec des grosses haches, mais que Warcraft 2 était beaucoup plus proche d'un dark fantasy. Un peu plus avec le Diablo, en fait. Ouais, en quelque sorte. Puis tu sais, même Diablo, dans les derniers temps, ils se sont permis des armures un peu plus bizarres, mais si on prend Diablo 2, il y avait des trucs étranges, bien sûr, c'est un univers fantasy, c'est le temps de se gâter. Mais dans le sens, quand on regarde la plupart des armes... Il y a des anges et des démons qui se battent les uns contre les autres physiquement sur la Terre, là. Ben, c'est ça. Mais quand on regarde la plupart des équipements dans Diablo, on était quand même plus proche du fantasy, mais plus raisonnable. Ouais. Tu sais, une épée de main, ça ressemblait à une Claymore écossaise, ou des choses comme ça, on était plus dans quelque chose de sensé, disons. Alors que, ben, des fois, cette espèce d'aspect-là, je pense. C'est pareil pour World of Warcraft, en fait, que l'espèce d'esthétique très... le gigantesque épaulière, les épées larges comme un torse et tout ça, qui ont vraiment embarqué, là. Ouais, ben c'est comme quand je me rappelle, ils ont fait le film Warcraft. Bon, je vais pas détester, là, c'est pas du grand cinéma, mais... C'est un bon spectacle. C'était plaisant. Tu sais, moi qui adore l'univers de Warcraft, justement, ça m'avait quand même fait plaisir qu'un film soit fait. Mais c'est ça qui me faisait capoter. C'est oui, les chevaliers avaient des grosses armures, mais ils arrivaient contre les orques qui avaient des haches, qui en elles-mêmes, la tête semblait être un bloc de 40 livres de pierre taillée. Je me disais, il y a aucun monde dans lequel on peut combattre un orc en mêlée. S'il est capable, en plus, c'est quand même de soigner vite, là, c'est pas comme s'il était hyper lent pis tout ça, mais de se battre à l'épée, je veux dire, être un humain dans cet univers-là, je porterais pas d'armure. Là. Je veux dire, on s'entend, ça sert absolument à rien. Là. On battrait à la lance aussi. Ouais, c'est ça. À la lance, et si je suis à l'épée, c'est vraiment, je m'entraîne à être vite comme l'éclair, puis je joue sur mon agilité. C'est plus une approche de dueliste que de combat en armure. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que, personnellement, ça me rejoint moins, mais encore là, c'est des discussions puis des choix de style qui se débattent puis qui ont leurs propres explications ou intérêts. Mais oui, en effet, j'aime mieux quand j'ai l'impression de voir quelque chose auquel je peux croire, disons.
C'est l'éternel débat de la silhouette versus le réalisme de la chose. Là. Oui, puis tu sais, il y a des gens pour qui, que ce soit de la fiction réaliste ou pas, ce qu'ils cherchent, c'est de s'évader, puis plus c'est pas réaliste, plus ça les aide à s'évader. Personnellement, moi, j'aime m'évader dans un univers dans lequel j'ai l'impression que je peux avoir une connexion, donc une forme de réalisme pareil. Mais ça, c'est... On aura nos billets, c'est commun tous les deux là-dessus, puis on devra l'assumer, mais on pourra s'amuser à regarder certains éléments. Et encore là, ces trucs-là, même dans Warcraft, si on prend le film, je suis sûr qu'on pourrait sortir quelques combats dans Warcraft, puis dire, ouais, les excès de chaque style permettent la clarté de la narration. Ouais, absolument. Fait que... Je me rappelle qu'ils se battent à d'autres griffons aussi, les humains. Oh, l'Alliance, elle manque pas de réponse aux orques, là. Mais non, ça... Puis c'est encore une fois, c'est ce que j'ai réalisé, c'est une découverte qui a été faite semi-récemment, on s'entend. Je suis de plus en plus d'artistes sur les médias sociaux qui, eux, ont pris la décision consciente de « moi, je vais créer un monde de fantasy ». Mais même s'il y a de la magie, de la sorcellerie, des trucs comme ça, tu vas voir un chevalier, tu peux clairement tracer les références à des références de musée ou des trucs comme ça. Je suis en contact avec quelques artistes chez qui on échange, à qui je demande feedback et tout ça. Et leur approche, c'est un monde de fantasy qui est super intéressant, même s'il n'est pas très mis en avant, on va dire. Mais tu regardes le chevalier, c'est comme, ok, ça ressemble, genre, ça va chercher la vibe d'une pièce de musée. Donc vraiment comme... ils sont très transparents sur le fait que moi je me référencie à ça, puis mon objectif, c'est que je veux faire des armures réalistes. Comme basé sur Veux pas, on a comme presque 5 siècles d'histoire de l'armure à référencer. Là. Ouais, puis même plus en fait, mais si on parle juste de l'armure du chevalier là, stéréotypique, je veux dire. Catafalque perse au chevalier français, mettons. Là. Parce que si on sort de cette image-là, encore là, parce que tu sais, même le chevalier c'est très vague, là. Ouais. Mais même si on sort de ça, on remonte jusqu'aux légions romaines qui ont des armures, puis tout ça. Puis, on revient avec les hoplites, les armures d'un paquet de tribus africaines aussi qui ont... Ouais, non, c'est ça. Il y a beaucoup de travail qui est fait à plusieurs niveaux. Si on s'en va même voir les armures des samouraïs qui étaient plus souvent en bambou puis en choses comme ça, c'est quand même des équipements qui sont différents puis qui a beaucoup de variété. Mais généralement, en effet, moi, ce que j'aime surtout dans un univers, c'est quand il y a un sentiment de cohérence interne dans l'univers. Puis de dire que dans mon univers de fiction, je peux avoir un peuple qui est à la limite plus primitif, donc de l'équipement plus 8e siècle. Donc, tu sais, il va être plus limité avec des cottes de mailles plus petites, des armures, certains paddings de cuir, puis des éléments pour acheter du gambison. Pendant qu'une autre nation pourra avoir un sentiment plus 15e siècle. Ben, moi, je trouve ça bien. Ce que j'aime pas, c'est quand je commence à voir des trucs tellement entremêlés que tu te dis, c'est quoi qu'ils portent? C'est là que ça n'a pas de sens. Puis oui, si les deux se côtoient, les deux pourraient donc se mêler, mais plus par... champ culturel ou par conflit. Moi, je le vois plus comme par circonstance. Ouais. Un peu... Tu sais, j'ai une grosse armure de bonne qualité, mais j'ai pas accès à de forgeron, j'ai des pièces qui sont perdues. Fait que je commence à demander des morceaux localement sur la zone où je suis en train d'opérer, si c'est une campagne militaire, etc. Dire, bon, je vais prendre ces morceaux-là, mais je vais garder le reste. Ça peut arriver. Mais encore là, on pourrait se poser la question, pourquoi ce type d'armure-là, 8e siècle, coexiste et survit dans un monde où t'as une force militaire qui est équipée avec l'équipement qui a 700 ans plus d'avancée technologique. Ouais. Tu te dis pourquoi c'est encore là? Pourquoi ils n'ont pas été exterminés, remplacés, etc. Ben là, c'est la classique gymnastique narrative de pourquoi ça existe. Il y a plein de manières d'ajuster ça. Mais je pense que même si on prend la décision qu'il y a une gymnastique narrative qui fait que tu pars du monde qui ont le style justement viking 9e siècle, qui croisent des chevaliers plus style 15e siècle et tout ça, ben... Je pense que c'est un devoir quand même de faire, dans mon livre à moi en tout cas, faire que c'est cohérent, qu'il y ait leurs équipements, puis qu'il n'y ait pas trop de confusion entre, ce qui te permet justement d'aller chercher, de faire une recherche historique sur les pièces puis tout ça. Pour que... Honnêtement, c'est une chose assez palpitante à faire. C'est long, c'est très dispendieux en temps, on va dire. Oui, mais c'est un investissement aussi, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. T'sais, ton univers... ta faction est faite, t'es développée, ce temps-là fait que t'as intégré de l'information, fait que tu maîtrises sur le bout des doigts. En plus, au-delà du fait que pour ton histoire, tu connais ces informations-là, mais même pour ton histoire, le fait que ta faction est bien développée et bien constituée, je pense que, je veux dire, à partir de là, ça facilite tout le reste du processus. C'est des fondations sur lesquelles tu bâtis constamment. Oui. Fait que... En tout cas, on est allé jouer dans différentes directions, mais l'épisode touchera à sa fin. Je pense qu'on va pouvoir se revoir, analyser des combats, parler de processus créatifs. Vous avez un peu une idée à quel point Thibaut et moi, on est des gros nerds ensemble qui trippent beaucoup trop sur ces différentes choses-là. Le nombre d'heures passées sur la route qu'on a parlé pendant... Ouais, sur les nombreux projets qu'on a fait ensemble, on a assez roulé pour dire qu'on
on a refait le monde et surtout on a refait d'autres mondes. Donc, ben, je te remercie d'être venu. Puis on se revoit bientôt pour justement approfondir certains de ces sujets-là. Puis, je pense que c'est pas ça qui va manquer à approfondir. Non, je pense que juste avec parler de la narration des combats, puis juste les quelques exemples qu'on a dit vite de même, plein d'autres m'apparaissaient en tête, on peut faire prendre une catégorie de podcast juste là-dessus, puis je pense qu'on va s'amuser. Bon ben, merci, à la prochaine. Merci à toi.